Le discours que vous allez entendre a été prononcé à Paris le 23 juin 1966 par M. Jean Rostand lors de la réunion publique organisée à la Mutualité par le mouvement contre l'armement atomique pour protester contre les essais nucléaires français en Polynésie. Chers camarades et amis, dans quelques jours, l'État français va faire exploser en Polynésie française, près de Tahiti, aux environs de l'atoll de Mururoa, des bombes atomiques A, type Hiroshima, mais appartenant à cette catégorie spéciale que l'on qualifie de bombes dopées parce qu'on y a introduit certains perfectionnements qui les rapprochent en vertu explosive et donc en dignité meurtrière des bombes thermonucléaires de type H. Il eût été inconcevable qu'à l'approche d'un pareil événement, les hommes qui se font honneur de représenter le mouvement contre l'armement atomique, contre tous les armements atomiques, n'élevassent pas une protestation indignée. Nous protestons de toutes nos forces contre ce nouvel abus de la nouvelle République. Nous protestons et nous accusons. Nous accusons d'abord, pour la simple raison péremptoire, que nous n'admettrons jamais que des prochains soient traités en cobayes sous prétexte qu'ils habitent un archipel lointain. On ne dise pas surtout, car ce serait ajouter la mauvaise foi à la mauvaise conduite, que ces explosions sont inoffensives, toute précaution ayant été prise pour que les populations n'en subissent aucun contre-coup fâcheux. Ce sont là des paroles creuses, car toute explosion atomique à l'air libre, où qu'elle se produise et quelques précautions que l'on prenne, libère à grande distance, et bien au-delà de la zone dite dangereuse, des poussières radioactives, qui répandues sur le sol et dans les eaux, exerceront des effets nocifs sur tous les êtres vivants, y compris les êtres humains. Ces effets, alors même qu'ils ne sont pas apparents et immédiats, nous savons qu'ils comportent des dommages invisibles, ne se manifestant qu'à plus ou moins longue échéance, dommages infligés au patrimoine héréditaire et qui se traduiront par un vieillissement prématuré, par l'apparition de cancers ou de leucémie, ainsi que dans les générations suivantes, par une augmentation du nombre des malformations, des infirmités, des monstruosités. On ne prétende pas que les doses de radioactivité ainsi libérées sont trop faibles pour atteindre le seuil de la malfaisance. Tout au moins, en ce qui concerne les altérations génétiques, il n'y a pas de seuil de nocivité. Toute augmentation, si légère soit-elle, de la radioactivité élève le taux de mutation dans les cellules germinales et par suite contribue à dégrader les virtualités héréditaires des sujets exposés à ce supplément de radioactivité. Et encore, pour couvrir le champ d'une légitime inquiétude, faudrait-il tenir compte de tous les effets encore mal connus, voire inconnus de la radioactivité due aux explosions nucléaires, tenir compte des dangers des retombées sèches qui, selon le professeur Burg et le docteur Niveau, peuvent porter atteinte aux tissus pulmonaires, du risque de concentration des isotopes dans les tissus de certains végétaux ou animaux qui seront ensuite consommés par l'homme, sans parler des surprises, des négligences, des erreurs toujours possibles au cours de telles opérations, et qui interdisent aux experts de l'atome de trancher avec suffisance et d'assumer d'un cœur léger la responsabilité d'une entreprise où la moindre défaillance technique se paye dans la chair d'autrui
par d'irréparables dommages. Je sais bien, on se réfugie dans des sophismes. Ces risques dont nous dénonçons la malfaisance, les défenseurs des explosions nucléaires déclarent qu'ils sont admissibles, acceptables, tolérables, ou encore, car la double négation est souvent employée, qu'ils ne sont pas inacceptables, eu égard à l'importance de l'enjeu ou à comparaison des autres risques que le progrès technique fait à tout moment courir aux individus, et notamment des risques que crée la médecine elle-même par les radioscopies, les radiographies, les radiothérapies. Nous n'entrerons pas dans ce frauduleux débat. Il ne s'agit pas d'opposer le risque qu'on inflige aux Polynésiens avec ceux qu'on impose aux malades de leur intérêt. Non plus qu'il n'est de mise de se souvenir que d'autres nations, antérieurement aux accords de Moscou, n'ont pas voulu se laisser arrêter par les scrupules qui devraient nous retenir aujourd'hui. Nous nous bornerons à affirmer et nous maintiendrons contre toutes les assertions de la propagande officielle que les explosions atomiques de Muroria ne seront pas inoffensives pour la population. Et nous mettons au défi de nous contredire tout homme de bonne foi, s'il est décemment informé. Cela suffit devant notre conscience pour autoriser notre protestation et fonder notre accusation. Ajouterons-nous que ces expériences, en dehors de leurs effets locaux, auront pour effet d'augmenter un peu partout une radioactivité qui déjà, du fait de toutes les explosions provoquées depuis Hiroshima, a déposé du strontium radioactif dans les eaux de tous les enfants du monde. Comment est-il possible que devant ces menaces qui pèsent sur la santé de nos enfants, nous n'ayons pas avec nous tous les parents? Comment est-il possible que les explosions atomiques soient tolérées par les mêmes personnes qui, si la leucémie frappe un des leurs, sont assez chavirées par l'angoisse pour aller demander secours à tous les charlatans? Au regard de l'inquiétude que soulèvent ces menaces biologiques, les alarmes financières peuvent sembler mesquines. Mais tout de même, on ne passera pas sous silence les scandaleuses dépenses apocalyptiques, c'est le terme employé, qu'a entraîné l'installation des bases nucléaires dans le Pacifique. Peut-on ne pas dénoncer, car ici le pécuniaire rejoint le biologique, la honteuse disproportion qui existe entre les sommes là-bas englouties et les misérables crédits affectés chez nous aux hôpitaux, aux laboratoires de recherche médicale, à l'hygiène publique, au logement, à l'assistance aux vieillards, aux infirmes, aux enfants inadaptés? Comment ne pas dénoncer la révoltante disparité entre les budgets de la mort et les budgets de la vie, entre la munificence dont on fait preuve pour ce qui tue et qui détruit, et la lésinerie pour ce qui soulage ou qui sauve. Et comment, en cette période de juste revendication, ne pas flétrir l'impudence d'un régime qui, au nom d'une illusoire stabilisation des prix, reste sourd aux plus pressantes revendications des travailleurs, alors qu'il sait bien trouver dans la caisse publique les centaines de milliards nécessaires à l'équipement d'un centre nucléaire, et aussi sans doute destiné à dorer la pilule atomique aux victimes de ces expérimentations. Mais venons enfin à la question essentielle. Pourquoi ces coupables dilapidations qui saignent à blanc notre pays? Pourquoi ces explosions malfaisantes
afin d'offrir à la France ce cadeau empoisonné qu'est la force de frappe. Et c'est contre cela peut-être surtout que nous protestons ce soir. Nous protestons, comme nous avons protesté hier, contre l'implantation des fusées nucléaires en Haute-Provence, comme nous protestons chaque fois que sera franchie une nouvelle étape dans la militarisation de l'atome. Et je sais bien que sortant ici du plan de la biologie, je m'expose à être taxé d'incompétence et renvoyé à mes grenouilles. Alors, mais je dirais quand même tout net ce que j'ose penser de la force de frappe. Je dirais qu'elle ne peut être qu'un simulacre ou une folie, puisqu'elle ne peut être employée sans provoquer instantanément la riposte qui anéantirait le vulnérable hexagone. Je dirais que ce qu'on appelle notre indépendance atomique n'est que le droit au suicide solitaire. Je dirais que la force de frappe nous expose au lieu de nous protéger. Elle n'est pas un bouclier mais une cible. Je dirais qu'elle donne au monde le mauvais exemple en incitant à la dissémination des armes nucléaires qui est le plus redoutable des périls et comme la généralisation du cancer atomique. Je dirais, car j'ai entendu sur ce point Hélène Langevin, et j'ai plus confiance en elle que dans les élucubrations de nos ministres. Je dirais que loin de servir la recherche scientifique, elle détourne de la recherche fondamentale une multitude de chercheurs, qu'elle exténue le pays, qu'elle entrave le progrès social et culturel. Je dirais qu'elle bafoue une tradition de générosité et de pacifisme qui faisait jusqu'ici le meilleur de notre héritage spirituel. Je dirais que loin de grandir la France, elle la rapetisse, car le chemin de la bonne grandeur ne passe pas par les usines d'assaut. À ce propos, je veux vous rappeler brièvement, car elles sont ignorées de beaucoup, les effrayantes conditions dans lesquelles on doit employer notre force de frappe. C'est à Taverny, joli petit village de Seine-et-Oise, que siège le centre opérationnel des forces aériennes stratégiques de la France. Là, pour de vastes carrières de gypse, se tiennent en permanence 6 hommes qui peuvent donner le signal de départ au fameux Mirage 4, porteur des bombes, dont on va précisément faire l'essai demain à Mururoa. Une fois le signal lancé, nulle reprise, nul repentir possible. Un coup, il n'y en aura pas 2. On lâche le paquet et on attend la réplique mortelle. C'est le harakiri atomique, c'est ce qu'on appelle, avec un humour militaire, l'opération survie. Naturellement, ce ne sont pas ces 6 pauvres hommes innocents qui prennent la décision. L'ordre criminel, l'ordre suicidaire, transmis en 2 messages codés et indépendants, émane d'un seul homme, le président de la République. Les autres nations montrent plus de souplesse dans la logistique. Elles admettent le principe de l'escalade, qui est quand même un progrès dans l'horreur, un grain de sagesse dans la folie. La France, elle, répudie cette doctrine, car tout son espoir de dissuasion repose sur cet avertissement démentiel, sur ce monstrueux engagement de répondre par des représailles massives à toute agression majeure. Agression majeure. Et qui décidera si l'agression est ou non majeure? Bien sûr, le président de la République. Toute notre chance de survie nationale tient à la façon dont sera entendu le mot majeur. Et convenez avec moi qu'il est assez alarmant
de penser que le destin de la France, que la vie de tous les Français, vient à la façon dont un seul homme interprète un seul mot.